Bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette première table ronde de l'événement Fairtech qui est organisé donc par BFC Numérique et par Neos SDI. BFC Numérique, c'est le cluster numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté qui fédère et anime et fait grandir l'écosystème numérique de la région. Et notre partenaire Neos SDI est une société de services spécialisée dans les technologies Microsoft et son écosystème et qui met à disposition aujourd'hui Teams Microsoft que nous découvrons. Donc nous espérons que il n'y aura pas de soucis techniques pendant cette table ronde. Alors, vous avez donc la possibilité de nous poster vos questions à l'aide du chat. N'hésitez pas tout au long de la table ronde et nous les transmettrons aux intervenants pour qu'ils puissent répondre au mieux à vos attentes. Donc l'événement Fairtech, c'est un événement donc, qui valorise la filière du numérique et qui a pour objectif de faire découvrir les métiers et les opportunités que peuvent offrir justement cette filière. Et pour cette deuxième édition, on a décidé d'aborder la thématique de la diversité pour justement montrer les belles opportunités pour les entreprises pour pallier à leurs difficultés de recrutement et aussi leur permettre de pouvoir créer des équipes encore plus qualitatives et plus diverses. Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires grâce à qui cet événement peut avoir lieu, à savoir donc la région Bourgogne-Franche-Comté, l'État, la communauté French Tech, l'APEC, Atoll CD, Alteka, Microsoft, Madines, et donc également donc BSB. Et donc tous ces partenaires grâce à qui nous pouvons organiser donc ces 3 tables rondes cette semaine et la semaine prochaine. Lors de la table ronde d'aujourd'hui, nous allons donc évoquer les méthodes pour recruter autrement en s'appuyant sur les soft skills et les math skills, puisque depuis effectivement quelques années, les méthodes de recrutement ont évolué et ont changé. Et donc désormais, on ne se contente plus de rechercher les compétences intrinsèques que requiert un poste, mais les recruteurs vont aussi regarder les autres compétences et la personnalité du candidat. Vous avez certainement déjà dû entendre parler des soft skills et des math skills, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Pour cela, donc, on va vous proposer cette table ronde donc avec Jean-Marc Daragon, qui est consultant relations entreprises Franche-Comté pour l'APEC, Lorraine Loiseau, qui est responsable ressources humaines d'Atoll CD, et Samuel Bernard, directeur d'agence d'Alteca, qui nous présenteront, eux, les pratiques de sourcing pour leur entreprise qu'ils ont mises en place, et également donc, des exemples de profils atypiques qu'ils ont pu recruter. Je vais donc laisser la parole à Jean-Marc. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Jean-Marc, je suis consultant en relations entreprises à l'APEC Bourgogne-Franche-Comté. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette table ronde, je souhaiterais évoquer avec vous finalement 2 points importants. D'une part, un contexte de recrutement particulier, voire très particulier, et des enjeux forts pour les entreprises actuellement. Et puis également une réflexion sur l'évolution de la compétence. Alors, que se passe-t-il actuellement par rapport au monde du recrutement? C'était vrai avant crise et je pense que ça aura un impact encore plus fort pendant cette crise que nous sommes en train de traverser. Nous évoquons le terme par rapport aux entreprises, au monde du recrutement, nous sommes rentrés dans un monde VUCA. Alors, qu'est-ce qu'un monde VUCA? C'est un acronyme anglais qui signifie que nous sommes rentrés dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille. Pourquoi ce monde VUCA? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 3 dimensions qui viennent interférer dans le monde du recrutement. Avant crise, un marché d'emploi qui était tendu, un marché pénurique, et particulièrement dans le secteur d'activité des filières numériques, nombre important d'entreprises qui avaient des difficultés de recrutement. Ce contexte de crise rend effectivement un modèle assez particulier, mais on va retrouver 2 autres dimensions qui vont avoir un impact. D'une part, une mutation des comportements, des attentes des candidats,
C'était plutôt impulsé auparavant par ce qu'on appelle la génération des millennials, qui souhaitaient travailler autrement, avoir plus de qualité de vie, un cadre de vie. La notion de télétravail était un chantier qui poussait dans beaucoup d'entreprises avant cette crise. Et ce que l'on peut constater, c'est que finalement, ce que nous venons de traverser va avoir un impact pour l'ensemble des salariés. Des curseurs vont s'effacer sur effectivement la notion de sens, la notion d'utilité, et puis ayant été habitués d'autant plus à une notion de télétravail, de cadre de vie, de qualité de vie, ça risque d'être des chantiers importants sur les mois à venir, et ça veut dire que des candidats se positionneront en fonction effectivement de l'avancée des chantiers avec les entreprises. Et puis autre point, bien évidemment, dans une phase de transformation pour les entreprises, on a pu voir qu'à travers cette crise, il a fallu avoir une sacrée agilité. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme agilité parce que effectivement, on s'aperçoit qu'on l'utilise peut-être un peu trop à tort et à travers, mais il a fallu s'adapter, il a fallu effectivement travailler différemment, et on est bien effectivement dans un impact très fort pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Donc ça, c'était le premier point, ce contexte de recrutement. Donc il est trop tôt pour dire quels seront les impacts réels sur cette filière demain par rapport au recrutement, mais on sait qu'à l'heure actuelle, le marché reste encore très tendu. Le deuxième axe, c'est effectivement pour arriver au sujet des soft skills et des math skills. Delphine, ouais, si vous pouvez changer, voilà, super, merci. Alors, on ne va pas passer une demi-heure à parler de la notion de compétence. Vous avez la définition en haut à droite qui est définie par le Botter. Moi, je voudrais simplement vous montrer cette évolution à travers une étude de l'OCDE qui est sortie il y a un peu moins de 2 ans sur la notion de compétence. Donc, la compétence a longtemps été considérée comme un stock et l'OCDE dit qu'il y a une vingtaine d'années, lorsque par exemple un ingénieur sortait sur le marché de l'emploi, sa compétence, qu'on va appeler hard skill, avait une durée de vie d'environ 20 ans. Qu'aujourd'hui, cette même compétence technique n'a plus qu'une durée de vie de 2 à 3 ans et qu'à horizon 2025, cette compétence technique, en fonction des secteurs d'activité, aura une durée de vie d'environ 1 an. Et on voit très bien que cette compétence est devenue un flux. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'auparavant, la compétence était détenue par des sachants et le fait d'avoir tous accès à l'information, on n'est pas expert en, mais on peut avoir la capacité à chercher l'information. D'où cette idée, et qui vient effectivement en corrélation par rapport à l'étude de l'OCDE, l'objectif n'est pas d'opposer des compétences techniques par rapport à des compétences comportementales qu'on va appeler des soft skills, voire des compétences folles ou des vernes qu'on va appeler des math skills, mais c'est montrer qu'effectivement dans le recrutement de demain, c'est un petit peu l'intégration de ces différentes compétences qui feront que la personne va s'adapter à ces différentes évolutions par rapport à l'entreprise, ces évolutions bien sûr numériques, et en tenant compte effectivement des attentes comportementales des salariés. Donc ce que je propose maintenant, avant bien sûr de libérer la parole à nos experts, c'est de définir avec vous rapidement, même si vous avez entendu parler des soft skills et des math skills, donc on peut mettre la dernière diapo. Donc effectivement, la notion de soft skills, ce que vous devez retenir par rapport aux soft skills, ce sont des compétences comportementales qui sont par nature plus durables. Elles sont plus difficiles à acquérir. On va retrouver par exemple la capacité à coopérer, la notion d'empathie, l'envie d'apprendre, l'écoute, la résilience, d'avoir des compétences informatives, de sélectionner la bonne information au bon moment. Donc voilà ce qu'on va trouver dans des compétences comportementales dites soft skills. Donc c'est pas nouveau, depuis très longtemps, lorsqu'on parle du recrutement, on évoque la motivation des candidats et d'autres compétences. Ce qui va un petit peu être un phénomène novateur, c'est la notion de math skill, compétences folles, compétences déviantes. Ce sont des personnes qui ont une originalité, qui ont un profil atypique, qui vont avoir un esprit décalé, une autonomie de pensée différente, des compétences plus rares et plus exceptionnelles. Et je vais prendre 2 exemples par rapport à votre secteur d'activité sur le côté filière numérique. Comment recruter des math skills. Depuis plusieurs années, par exemple, Orange intègre dans ses équipes, effectivement, au niveau informatique, des autistes atteints du syndrome d'Asperger. L'objectif, c'était de casser un petit peu le moule de la culture du diplôme, de recruter toujours les mêmes ingénieurs en système réseau et d'avoir des profils atypiques avec un raisonnement. Et puis le deuxième exemple, si vous allez voir par exemple sur le site de l'ANSSI, le gendarme de la cybersécurité,
vous allez trouver des offres qui peuvent paraître un petit peu bizarres en matière de rédaction. Par exemple, actuellement, il y a des offres d'ingénieurs système réseau où le poste est indiqué de la manière suivante: poste ouvert effectivement aux ingénieurs, mais également aux autodidactes. Et ça montre que l'objectif n'est pas d'opposer le côté compétences techniques aux math skills, ses compétences folles, ses compétences déviantes, mais plutôt de montrer qu'il peut y avoir une complémentarité entre les différents profils. Donc voilà, hein, soft skills, compétences comportementales, math skills, compétences folles, compétences déviantes. Donc retenez l'idée vraiment, math skills, profil atypique, profil décalé. Et voilà un petit peu cette phase introductive pour permettre d'ouvrir cette table ronde. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vais donner la parole à Lorraine, que vous puissiez vous présenter et puis également donc nous faire part des recrutements que vous avez justement pu faire en vous basant sur ce type de méthode. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lorraine Loiseau, je suis responsable ressources humaines au sein d'Atoll Conseil et Développement. Donc, Atoll Conseil et Développement est une entreprise de services numériques. On est 160 collaborateurs. On est situé à Gevrey-Chambertin, près de Dijon. Notre vocation est d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique en concevant et développant donc des applications métiers web ou mobiles. On est intégrateur de solutions depuis 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. Donc, on est situé à Gevrey, à Dijon, Paris, Lyon et Nantes. Alors, le recrutement chez Atoll est un enjeu majeur pour nous, puisque tout particulièrement depuis ces 6 dernières années, on a connu une très forte croissance avec ces 2-3 dernières années un volume de recrutement très important, 30, 40 nouveaux recrutements sur une même année. Donc voilà, il a fallu prendre en compte la contrainte de l'attention du marché dont Jean-Marc parle, et aussi s'adapter aux nouvelles attentes des candidates, des candidats vis-à-vis de l'entreprise. Donc je sais, est-ce que vous voulez que je présente des exemples ou on continue le tour de table? Alors, je vais effectivement laisser la parole à Samuel pour qu'il puisse également se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc Samuel de la société Alteka. Donc Alteka, c'est une ESN, une entreprise du service numérique de 700 collaborateurs, répartis en 4 régions. Une région nord-est de France avec Lille, Paris et Nantes. Ensuite, la région est que je dirige avec Dijon. On a la région Aura avec Grenoble et Lyon. Et ensuite, pour terminer, la région sud avec Montpellier et Toulouse. Notre secteur d'activité, c'est le développement logiciel pour des clients de tout type, bancaire, santé, industrie, transport. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que l'agence de Dijon, c'est 120 collaborateurs. Et comme Lorraine, on a cette thématique du recrutement qui s'est en plus exacerbée ces dernières années avec une tension sur le marché. Donc effectivement, on a recherché de nouveaux types de recrutement, indépendamment de ce que l'on faisait auparavant en direct avec les universités. Mais ça, on en reparlera après. Tout à fait. Donc, je vais redonner la parole à Lorraine pour qu'elle puisse effectivement nous donner quelques exemples de recrutement dits atypiques. Alors déjà, globalement, chez Atoll, c'est pas une nouveauté de recruter des parcours différents. Ça fait partie de la culture d'Atoll, de notre ADN. Et donc, je vais citer 2 exemples concrets, mais il y en a beaucoup. Et c'est important de le dire parce que quand c'est dans la culture de l'entreprise, nous, RH, on n'a pas à convaincre les managers de l'apport très positif d'un parcours plus atypique. Donc, toute cette énergie, on l'a mise plutôt à trouver des candidats avec les chefs de projet, avec les équipes, plutôt que de convaincre du bien fondé de s'ouvrir vers des profils atypiques. Donc là, nous, c'était une autoroute pour nous, donc c'était facile en tant qu'RH. Donc, si je peux citer 2 exemples, on a recruté il y a 2 ans
un collaborateur qui était décorateur d'intérieur, qui avait initié donc une démarche de reconversion et on l'a recruté à l'issue de sa formation pour devenir développeur. Effectivement, on a été séduit par sa motivation. C'était un projet mûri, travaillé, donc il était extrêmement motivé pour évoluer vers ce métier-là, même s'il était très débutant finalement sur la partie développement. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est son expérience précédente lui avait permis d'acquérir un sens du service client, une empathie client, une capacité à être sensible aussi à l'univers du design. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est dans nos équipes, il est maintenant chef de projet sur nos projets Drupal. Il est très bien intégré, il apporte énormément au projet, à l'entreprise. Donc effectivement, oui, c'est ce type de profil qu'on peut être amené à recruter. Je vais prendre un deuxième exemple d'une personne également en reconversion qu'on a recruté il y a plus de 3 ans, qui était accompagneur de jeunes en décrochage scolaire, qui a fait la même démarche de reconversion vers les métiers donc de développement informatique. Aujourd'hui, donc, il est développeur PHP sur une de nos grosses applications métiers. Ses compétences techniques sont largement reconnues et plus qu'appréciées dans l'équipe. Mais par ailleurs, on apprécie et l'équipe s'appuie beaucoup sur ses capacités d'écoute, son naturel à l'entraide, qu'il avait certainement en lui et qu'il avait encore plus développé dans sa première expérience, et son sens de la pédagogie aussi. Et donc, c'est pour nous un relais en interne pour tendre la main à de nouveaux profils très très débutants ou en reconversion, et il va avoir cette tendance justement à pouvoir les aider, les accompagner. Donc voilà, 2 exemples qui prouvent l'aspect vertueux de s'ouvrir à des profils différents au sein d'Atoll. Tout à fait. Du coup, Samuel, pour compléter, de votre côté, quel type de profil vous avez déjà pu accueillir? Alors, comme Lorraine, je parlerai du côté facilitant, effectivement, quand en interne dans une entreprise, ce savoir-être est valorisé, et autant que le savoir-faire. Moi, personnellement, je suis tombé dedans dans la marmite tout petit, parce que j'étais jeune chef de projet, et mon premier entretien de recrutement, le directeur de la société dans laquelle je travaillais m'avait demandé mon avis à la fin de l'entretien sur le candidat. Et je lui avais naturellement mis en avant toutes les compétences techniques qu'avait le candidat, pardon. Et ce que m'avait dit le directeur, c'est « Oui, mais concrètement, au niveau du savoir-être, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça m'avait interpellé, parce que pour lui, le seul élément concret auquel il fallait répondre, c'était le savoir-être du candidat. Est-ce qu'on lui faisait confiance pour intégrer nos équipes? Et il m'avait dit, le savoir-faire, ça, on peut toujours l'acquérir. Ça m'a marqué, et ça m'a suivi tout au long de ma carrière. Chez LTK, l'ancien directeur de l'agence dijonnaise, c'était un ancien prof d'histoire. Donc autant vous dire que la reconversion et les soft skills étaient déjà valorisés. Donc pour Lorraine, je vais citer, comme l'a fait Lorraine, quelques exemples. Nous avons une collègue, alors, on a des collègues qui sont d'horizons différents. On a des opticiennes, des formateurs en anglais. J'ai des ingénieurs en biologie marine. Et tous ces gens-là sont passés soit par des filières dites POE, donc qu'on conduit avec Pôle emploi, soit par l'AFPA. Et c'est des gens qui sont d'une motivation très importante, parce qu'ils ont déjà fait, ils ont déjà réfléchi à leur avenir, au sens qu'ils donnent à leur carrière. Et l'avantage, quand on recrute ce type de personnes, ce type de talent, en fait, on s'oriente non pas sur la technique, parce qu'on est sur des profils en reconversion, mais bien sur la personnalité du candidat.
Et effectivement, c'est ce qu'on avait évoqué, que la motivation, c'était quand même le critère premier, et c'était ça qui faisait qu'effectivement, après, on pouvait intégrer dans une équipe n'importe quel candidat à partir du moment où il avait déjà ce socle. Exactement. Donc ça, je cite l'exemple des reconversions, mais il n'y a pas que les reconversions. Mais c'est un exemple pour moi qui est très probant. Et on s'oriente vraiment, non pas sur la technique, mais sur la personnalité du candidat. Et effectivement, parce que cette personnalité va permettre aussi justement de pouvoir aider le candidat aussi après à évoluer. Ce sont des compétences qui permettent de développer les compétences techniques par la suite. Exactement. Technique ou autre. Tout à fait. Jean-Marc, est-ce que vous voulez apporter un complément d'éléments par rapport à ce côté recrutement de profils atypiques? Alors, oui, l'exemple qu'on peut prendre, parce qu'on vient beaucoup d'évoquer la notion de motivation, de compétences comportementales, de savoir-être, c'est ce que nous venons tous et toutes de traverser par rapport à cette période de confinement. Et au-delà de nos compétences techniques pour exercer notre métier, ce qui a été important, c'est s'adapter, avoir l'envie d'apprendre, d'utiliser de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes pour permettre d'exercer notre métier. C'est ça qui est le point vraiment important, et comme ça vient d'être évoqué, l'objectif n'est pas d'opposer ces compétences techniques à ces compétences comportementales ou ces compétences atypiques, folles ou déviantes, c'est de montrer qu'il y a une complémentarité. Et ce sera de plus en plus utile. C'est vrai que vous êtes le secteur, on va dire, de l'informatique, du numérique est un peu en pointe par rapport à ça. Mais les autres secteurs vont devoir s'adapter parce qu'on voit cette évolution de plus en plus rapide dans les entreprises, cette transformation, l'intégration demain de cette robotique collaborative, l'intégration de l'intelligence artificielle. Et il va falloir que les salariés aient l'envie d'apprendre et l'envie de changer pour pouvoir être employables. Et ça, c'est vraiment un point important de cette motivation. Au-delà de savoir-être, la motivation, on va vraiment retenir l'idée de l'envie d'apprendre, l'envie de s'adapter. D'accord. Et donc effectivement, ce qu'on avait aussi abordé, c'était le fait que la reconversion permettait l'accès à des postes à responsabilité. Est-ce que Lorraine ou Samuel, vous voulez rebondir un petit peu sur ce point? Donner des exemples en fait de personnes qui ont fait une reconversion et qui du coup aujourd'hui ont pu justement gravir les échelons et continueront à gravir les échelons dans l'entreprise. Oui, alors j'allais dire, c'est pas forcément la reconversion qui va permettre, qui va faire que la personne va évoluer, c'est aussi son aspiration, ses souhaits. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est compétences, toutes les soft skills et donc toutes ces capacités d'adaptation, l'empathie, l'écoute, ce sont ces compétences-là qui permettent de pouvoir ensuite gérer un projet ou prendre la responsabilité d'une équipe. On va également s'appuyer là-dessus. Ce qui est certain, nous, dans nos recrutements, quand on recrute quelqu'un, on est beaucoup sur des échanges très libres. Les questions tournent beaucoup autour de la motivation, autour de la projection du candidat et donc autour de son potentiel. Donc forcément, on ne cherche pas une compétence donnée pour un moment, mais on va chercher à travers cette rencontre à pouvoir savoir qu'est-ce que la personne pourra faire à plus moyen terme dans l'entreprise. Donc après, est-ce que c'est lié qu'à la partie reconversion? Je le limiterai pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la personne en a l'envie, la motivation, oui, elle progressera dans l'entreprise. Tout à fait. Samuel, vous souhaitez compléter? Oui, je rejoins complètement Lorraine. Nous, alors, ce qui est intéressant et ce qui est même fondamental dans le recrutement, c'est de voir comment la personne peut se projeter au sein de l'entreprise, quels sont les critères qui permettent son épanouissement. Et ça, c'est un sujet très important dans nos phases de recrutement.
indépendamment de la technique. Et effectivement, ça ne touche pas que les personnes qui sont en reconversion, hein, ça ce n'était qu'un exemple, ça touche bien naturellement l'ensemble des personnes que nous recrutons. D'accord. Et dans les exemples que l'on peut donner au sein d'Alteca et au sein de l'agence dijonnaise, de personnes qui ont été en reconversion et qui sont maintenant à des postes à responsabilité, j'ai des gens qui sont sur des postes de tech lead, donc qui sont plutôt sur du technique. J'ai des personnes qui sont chefs de projet, qui sont référents métier, ou l'exemple le plus probant, une collègue qui est responsable des opérations pour un grand compte bancaire, donc qui gère l'ensemble des équipes œuvrant sur ce compte, qui était à l'origine en physique-chimie. D'accord, effectivement. Merci beaucoup pour ces différents exemples. Donc, on va passer un petit peu sur les méthodes de recrutement que vous pouvez mettre en place actuellement. Il y a déjà une question qui est est-ce que c'est effectivement nouveau ce type de recrutement? Alors, je laisse la parole à Samuel parce que justement, vous nous avez, déjà expliqué quelle était la position d'Alteca sur cet accueil de profils atypiques et de personnes aussi en reconversion. Alors, au-delà de notre position, c'est ce marché pénurique. On avait déjà fait face à une situation de cette ampleur il y a un peu plus de 10 ans, avec toutes les compétences qui tournent autour des technologies telles que le COBOL ou le Packbase. Et c'est de là qu'est née l'idée de recruter autrement, différemment. Donc, on a été voir du côté de Pôle emploi qu'est-ce que l'on pouvait faire. Et donc, on s'est mis à s'intéresser à des profils qui n'étaient pas des profils informatiques. Donc, ça, recruter autrement est une longue histoire chez Alteca. Et ça nous a permis, par la suite, de s'adapter à d'autres types de profils, comme des profils recettes, hein, tout ce qui tourne autour de la recette de nos développements, ou bien de nouvelles technologies comme le Java ou le C#. D'accord. Et donc, alors du coup, maintenant, quels sont les différents réseaux, différents outils que vous allez pouvoir utiliser pour recruter? Quels sont les différents partenaires? Bon, on a les recrutements classiques, hein, avec donc nos présentations au sein des universités, des écoles qui sont partenaires d'Alteca. Nous avons également développé un certain nombre, comme pas mal de sociétés du marché, des événements type Coding Game. Donc, juste la semaine avant le confinement, on a organisé un Coding Game sur une semaine, avec des étudiants de différentes écoles. Alors, pas de chance, hein, la remise des prix, c'était le vendredi 13 mars. Autant vous dire que ça a été un petit peu reporté, mais ce n'est que partie remise. Et puis, on a développé des événements du type rencontres au sein de la société ou rencontres dans des lieux complètement atypiques. Ce qu'on a fait autour d'une conférence autour de l'agilité, donc des méthodes de travail agiles, qui était en plein centre de Dijon, dans un lieu qui était assez atypique, avec un buffet. Et là où on puisse développer l'aspect technique, présentation d'Alteca, mais également d'avoir un échange officieux avec les candidats. Tout à fait. Encore une fois, pour savoir qui ils sont réellement. Oui, voilà. Et donc, du coup, après, vous avez donc évoqué tout à l'heure le côté de l'AFPA, et puis vous nous aviez fait part aussi de partenariats que vous aviez mis en place avec d'autres entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a effectivement des partenariats avec des sociétés. Alors là, ces reconversions, ces modes de recrutement avec des parcours atypiques, ça s'est développé quand même, pas mal développé ces dernières années. Et donc, il y a des sociétés qui sont développées dans ce secteur d'activité. Et maintenant, on ne recrute pas en direct ce type de profil, on passe par des sociétés qui font déjà un pré-recrutement. Pour autant, nos services de recrutement sont également présents
pour voir si le profil adhère à notre conception du travail, conception de ce vivre ensemble qu'on essaie de développer au sein de la société. D'accord. Et donc les formes aux technos que nous souhaitons, que ce soit dans le monde du testing ou bien dans le monde du développement. D'accord, ok. Lorraine, de votre côté, chez Atoll, du coup, quels sont les réseaux que vous avez mis en place déjà pour faire ces recrutements? Alors effectivement, nous, on a des partenariats avec des écoles, avec l'Université de Bourgogne. Pour pallier toujours cette tension du marché, on a beaucoup accentué sur l'alternance. Donc on recrute aussi également beaucoup d'alternants et donc on a élargi sur des profils en reconversion. Et pour faciliter l'intégration de ces collaborateurs, de ces nouveaux collaborateurs, on a développé un parcours d'intégration en interne qui a été donc monté par nos leaders techniques, qui est dispensé en interne par nos leaders techniques. Et donc chaque nouvel entrant chez nous va suivre pendant plusieurs jours une formation sur nos outils, notre usine logicielle, nos bonnes techniques, nos bonnes pratiques de développement. J'insiste sur cette partie-là parce qu'effectivement, en facilitant l'intégration de ces jeunes, ça soulage aussi la charge d'intégration pour les équipes, ça homogénéise nos pratiques. Les retours qu'on a des candidats, enfin des personnes qu'on a recrutées qui suivent ce parcours d'intégration, c'est que ça les rassure aussi quand ils sont débutants. Donc voilà, donc ça, on a fortement développé cette partie-là sur la notion d'intégration. Après, sur la partie recrutement, donc on participe finalement assez classiquement à des forums, on publie sur des job boards, enfin voilà. En revanche, ce qui a changé, ce qui a évolué chez nous, c'est plutôt comment on adresse notre besoin aux candidats, comment on leur parle de nous, de quoi on parle quand on parle de l'entreprise. Donc dans nos annonces, on met beaucoup en avant le projet sur lequel la personne va venir et pas tant juste développeur Java. Non, c'est développeur Java pour une application, pour les maisons départementales, pour le handicap. Et là, tout d'un coup, on touche leurs besoins de sens dans ce qu'ils vont rechercher pour leur prochain job. On met en avant l'équipe, puisque nous, on a des petites équipes qui fonctionnent de façon très autonome. Donc, très souvent, dans l'annonce, on va parler de l'équipe, même mettre une photo. J'ai certains chefs de projet qui ont envie de rédiger une annonce complètement décalée. J'ai en souvenir d'une personne, ils ont un délire sur la licorne dans leur équipe et ils ont rédigé cette annonce parce qu'ils recrutaient pour leur équipe. Et donc il y a quelqu'un qui a postulé à travers justement cette licorne, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe entre la RH et les équipes pendant l'entretien. C'est très souvent que plusieurs membres de l'équipe participent à l'entretien. Pendant l'entretien, on peut aussi faire des visites du site ou proposer de prendre un café avec le candidat, alors qu'on est encore dans la phase d'entretien. Hein, c'est pas du tout, mais pour favoriser la rencontre. On n'a pas particulièrement de tests, c'est plus des échanges pour justement faire parler librement la personne sur son potentiel, sur son envie. Et nous, RH, on met en avant, et ça effectivement, c'est quand même, on les sent très demandeurs sur cette partie-là, Jean-Marc, je suis d'accord, on met en avant notre accord sur le télétravail qu'on a signé il y a plus d'1 an, la flexibilité des horaires, la mobilité, le parcours d'intégration, on les sent très sensibles sur le parcours d'intégration où également notre responsable communication publie très régulièrement sur notre site internet le profil de nos collaborateurs. Et donc, elle va publier qui ils sont, d'où ils viennent. Et très souvent, les candidats nous parlent de ça, nous disent « ça nous touche, vous valorisez les collaborateurs ». Donc effectivement, c'est plus la façon dont on s'adresse aux candidats pour répondre à leurs nouvelles attentes vis-à-vis de l'entreprise que finalement le process recrutement, enfin voilà, dans ce que nous, on a fait évoluer chez nous. Et puis cette façon de procéder permet aussi justement de montrer dès l'entretien la culture de l'entreprise, de montrer justement l'ambiance, de montrer comment ce sera après, parce que l'entretien, si on reste sur un entretien classique, on n'est pas sur la réalité après de l'ambiance dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est important.
Samuel, vous aviez quelque chose Non, je rebondirais sur ce qu'a dit Lorraine sur le parler librement. C'est fondamental. Un entretien de recrutement, c'est stressant. On n'aime pas être évalué, hein. L'être humain n'aime pas être évalué. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer un environnement lors du recrutement qui permette au candidat de montrer sa vraie nature et puis que nous permettre de montrer l'entreprise telle qu'elle est. Puisque une entreprise, c'est un projet. C'est un projet en soi. On cherche à faire en sorte qu'on ait des gens qui adhèrent à ce projet d'entreprise et qui puissent se sentir bien. Donc, c'est vraiment le côté fondamental du recrutement, et donc de parler en toute transparence de l'entreprise, de ce que nous faisons, de ce que l'on souhaite également faire, hein, et proposer ce projet aux candidats. D'accord. Lorraine, justement, pour poursuivre sur ce que vous avez présenté, la façon d'attirer le candidat. Donc c'est ça, c'est un peu une action de séduction avant de recruter, pour attirer le candidat vers votre entreprise, toutes les techniques que vous mettez en place. Alors, séduction, attention. C'est plus... Alors, moi, je suis très sensible à la congruence. Donc, je fais ce que je dis ce que je fais, et l'entreprise doit être congruente. Donc, effectivement, on va communiquer sur notre marque employeur, mais parce que c'est ce qui est réellement vécu chez nous. Voilà. Donc, c'est pour ça que la séduction, j'ai toujours un peu peur, ou en tout cas, peut-être à tort, j'en ai une vision un peu plus péjorative, mais on va mettre en valeur ce qui fait notre force, ce qui fait notre histoire, notre ADN. Voilà, c'est plus une mise en valeur, et on va effectivement plutôt cibler sur aujourd'hui ce qu'attendent les candidats. Aujourd'hui, effectivement, enfin, Jean-Marc l'a très bien cité, ils sont très sensibles à la recherche du sens, aux valeurs de l'entreprise, mais pas des valeurs affichées, mais des valeurs véritablement vécues. Donc, c'est plus, on adapte notre langage à leurs attentes, mais encore une fois, c'est parce que c'est réel. Voilà, c'est pas... voilà, bon, c'est pour ça que la séduction, je me méfie. Mais Jean-Marc, par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce que vous souhaitez apporter un complément d'information ? Oui, apporter un complément par rapport aux propos de Samuel et Lorraine, et sur deux points. En fait, sur le premier point, je reviens sur la notion de canaux de recrutement et de sourcing. Je dirais recruter autrement, au-delà des canaux, c'est aussi accepter de faire tomber la culture du diplôme. Alors, ce n'est pas possible partout. Si effectivement je recherche un médecin, je recherche un infirmier, il y a un diplôme d'État et je dois prendre cette personne avec ce diplôme d'État. On le voit très bien par rapport aux filières du numérique, et c'est pour ça qu'on vient sur cette notion aussi de compétences comportementales. Je peux être face à un jeune qui est allé sur Open Classroom, qui effectivement fait de la sensibilisation, l'initiation sur Java, sur C++, et même s'il est dans le domaine de la chimie, s'il a l'envie d'apprendre, s'il a envie de rejoindre la culture d'entreprise, il pourra intégrer l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Recruter autrement, c'est déjà accepter aussi de faire baisser cette culture du diplôme à tout prix. Et par rapport à ce qu'a évoqué également Lorraine et Samuel, on est en train de toucher à un chantier qui est la marque employeur, bien évidemment, l'expérience candidat qu'on va faire vivre. Je m'appuie sur une étude de l'APEC qui est sortie en octobre 2019 sur la mobilité. On a posé la question au cadre, toute génération confondue, tout âge confondu, quels sont les critères de choix pour vous pour aller dans une entreprise ? Alors, bien évidemment, le salaire reste un critère, mais on s'aperçoit que ce salaire n'est plus en première position. Et comme vient de l'évoquer Lorraine, que recherchent aujourd'hui les candidats? Et ce n'est pas réservé aux nouvelles générations. Je recherche du sens, je recherche de l'utilité. Pour quel type d'appli, pour quel type de structure? Et ça peut avoir du sens. Ils vont rechercher de l'ambiance. Et à 43%, ils nous ont évoqué, pour moi, ce qui est important pour aller dans une entreprise, le choix, c'est m'amuser et prendre du plaisir. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en tienne compte, que les curseurs se sont déplacés et que ce n'est pas réservé uniquement aux nouvelles générations. Parce que c'est vrai qu'on a un phénomène millénial, ce qui est très, très important, mais on s'aperçoit aujourd'hui que des
culture X ou baby boomer se disent bah, moi aussi j'ai besoin de cette articulation vie personnelle et professionnelle, cette qualité de vie. Et puis un point important, et c'est Didier Pitlet qui l'évoque, hein, c'est lui qui a déposé la notion de marque employeur en 1998, il dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que le danger qu'il pourrait y avoir aujourd'hui quand on est sur un marché pénurique où on a des difficultés de recrutement, c'est de survendre l'entreprise et donc de manquer de transparence, d'authenticité, de cohérence et de précision. Et ça pourrait être un véritable danger. Parce que certes, on arrivera à attirer des candidats, mais l'intégration risque de mal se passer. Et puis après, votre e-réputation peut en prendre un coup. Hein, donc, je rejoins totalement les propos de Lorraine et Samuel. Il faut être transparent. Bien sûr qu'aujourd'hui, il faut avoir un acte de séduction. On n'est plus sur la posture de l'employeur et de l'employé où c'est l'employeur qui décide d'eux. Aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, dans certains secteurs d'activité, c'est le candidat qui va choisir son entreprise. Et il va la choisir parce qu'effectivement, il y a une culture d'entreprise auquel il peut adhérer et il va sentir cette notion d'utilité et de sens. D'accord, merci beaucoup. Du coup, l'un de vous deux veut rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc? Oui, alors, sur l'importance des réseaux sociaux. C'est effectivement, on le voit, on a un changement d'attitude de la part des candidats sur les informations qu'ils ont pu recueillir sur Alteka. Souvent, on nous parle de ce que nous avons publié sur les réseaux sociaux. Donc, qu'on le veuille ou non, on se doit d'être présent sur les réseaux sociaux, en toute transparence, mais on se doit de montrer ce que nous savons faire. Trop souvent, par le passé, il y a tout un tas de choses qu'on faisait bien, mais on ne faisait pas savoir. Donc ça, on a évolué chez LTK avec la création d'un service marque employeur au sein de notre groupe qui permet de communiquer sur ce qu'on peut proposer sur notre projet d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très important. Et on communique également énormément sur nos pôles de compétences. Il y a 2 ans, on s'est posé la question de savoir comment faire en sorte que nos collaborateurs travaillent encore mieux ensemble parce qu'on travaille pour des clients et on s'est aperçu que tous les collaborateurs qui étaient sur un même client communiquaient très bien ensemble, mais que la communication ne passait pas forcément d'équipe à équipe. Et on a créé donc ces pôles de compétences qui permettent de créer des communautés autour d'appétences communes, alors qu'elles soient techniques, fonctionnelles, métiers, autour du pilotage. Et ça, c'est quelque chose qui marche, puisque ça donne du sens au projet d'entreprise, et c'est quelque chose où je vois que les candidats ont une oreille attentive, c'est-à-dire comment je vais pouvoir m'insérer dans une communauté, dans cette communauté, pour pouvoir échanger avec mes pairs sur tout un tas de sujets, aller dans des conférences ensemble et pouvoir rendre compte de ces conférences aux autres collègues, pouvoir faire un atelier thématique sur un sujet qui m'est cher. Pour l'instant, on n'a pas ce type de compétences chez nos clients, mais j'aimerais, moi je l'ai, cette compétence, donc je souhaiterais la montrer au sein de l'entreprise. Donc il y a tout un tas d'exemples comme ça sur les échanges. Et ça, c'est une thématique très forte au niveau du recrutement. Tout à fait. Lorraine, du coup, donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la mise en avant des collaborateurs sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi du partage d'informations, du partage de compétences au sein des équipes. Alors oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Samuel. Il y a une forte attente des candidats de pouvoir échanger. Alors quand même, ce qui les anime au-delà des soft skills, il y a effectivement la partie technique. On est quand même dans un milieu, dans un univers d'expertise, et ils sont animés par ça. Et donc, alors chez Atoll, ça fait un moment maintenant que ça existe. Ils ont, je dis ils parce que c'est une initiative
complètement organisé par les collaborateurs et les développeurs et les leaders techniques. Ils ont un rendez-vous mensuel qui s'appelle les Jeudis Tech, où ils vont choisir un thème qui vont être choisis à travers un vote pour toute l'entreprise et ouvert à tous ceux qui souhaitent participer, tous ceux qui souhaitent de l'entreprise participer pour échanger sur une techno, sur une méthode. Enfin voilà, donc c'est vraiment ce partage de pouvoir échanger sur quelque chose qui les anime, c'est vraiment moteur et c'est vrai qu'on en parle en entretien parce que ça fait écho. Et puis globalement, le fonctionnement du collectif est important. La notion d'entraide en entreprise est importante. Donc chez Atoll, c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Et donc ne jamais laisser quelqu'un face à une problématique technique pouvoir poser une question sur un réseau interne tel que Zulip et avoir toujours quelqu'un, un leader technique, un collègue, mais pas forcément quelqu'un de son équipe projet qui puisse l'aider à débugger la situation. Donc voilà, et ça, effectivement, ce sont des points qu'on met en avant en entretien parce que ça fait écho dans ce que recherchent les candidats, les candidates aujourd'hui. D'accord. Alors, on a une question de la part de Lisa. Donc là, on revient un petit peu en arrière. C'est: auriez-vous des conseils à prodiguer aux candidats, aux profils atypiques, pour pouvoir vous atteindre? Postuler déjà. Des conseils, j'allais dire, alors profil atypique, c'est-à-dire un parcours un petit peu différent, être elle-même, enfin, il faut que le candidat soit lui-même, il a plein de choses à apporter à l'entreprise, et donc nous, on va être sensible à la motivation. L'envie, on ne peut pas agir dessus. Si quelqu'un n'a pas envie, n'est pas motivé, nous, entreprise, on ne pourra pas agir dessus. Donc oui, montrer sa motivation, tout ce qu'elle a, tout ce que la personne a acquis comme compétences qui n'est pas forcément lié au métier sur lequel elle postule, sont des compétences qui peuvent être valorisées dans l'entreprise. Donc il faut penser à les mettre en avant. Je parlais tout à l'heure du décorateur d'intérieur sur son sens client, son empathie client, ou la personne qui a développé un sens de l'écoute, de l'empathie, un sens de la pédagogie dans son métier d'accompagnateur auprès de jeunes. Donc, et ça, ce sont des compétences qui nous ont intéressés. Donc, il ne faut pas les taire, il faut les mettre en avant. Sur la partie technique, effectivement, rentrer quand même dans le cœur du poste sur lequel on postule. Et puis l'entreprise, après, elle est organisée pour accompagner la personne et accompagner cette montée en compétences. En tout cas, chez Atoll, on recrute énormément de débutants, que ce soit des alternants, des stagiaires ou des personnes en reconversion, et on les accompagne à travers le parcours d'intégration, à travers l'entraide, à travers le tutorat. Enfin voilà, donc il faut aussi, voilà, c'est les conseils que je pourrais donner. Samuel, est-ce que vous souhaitez compléter? Je rejoins Lorraine sur ce qu'elle a dit. Soyez vrai, soyez vous-même et surtout renseignez-vous sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Posez-vous la question de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise peut vous apporter aussi pour votre projet personnel. Et puis c'est déjà un bon début pour avoir une discussion pour savoir si on peut aller plus loin. D'accord. On avait aussi évoqué le côté cooptation dans les entreprises. Du coup, Samuel, comment c'est mis en place? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, c'est mis en place et depuis de nombreuses années. Pareil, l'idée, c'est que nos collaborateurs fassent connaître la société, au-delà de ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Parlent de leur parcours, parlent de leur quotidien et donc nous adressent des recommandations. Et puis c'est des candidats que donc on voit très très rapidement. Tous les candidats qui nous sont adressés sont vus. Alors soit par le service recrutement ou soit directement par les collaborateurs du pôle de compétences. Puisque les collaborateurs du pôle de compétences ont leur avis à donner. Et nous adressent des recommandations pour nous dire oui, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le projet d'entreprise.
ou pas, mais on donne vraiment la chance à tout le monde. D'accord. Lorraine, de votre côté, pour le côté cooptation? Et donc, la cooptation, j'allais dire, se fait assez naturellement. On n'a pas de dispositif. Il y a des entreprises qui vont rémunérer, organiser la cooptation. Nous, ça se fait très naturellement. Comme dit Samuel, les collaborateurs sont nos meilleurs ambassadeurs. Et donc, quand ils nous adressent le CV d'un ami, le CV d'un collègue, d'un voisin, c'est très positif parce que ça nous aide à recruter, rapport à notre problématique de pourvoir nos besoins en recrutement, mais aussi c'est très bénéfique parce que quelqu'un qui a envie de faire venir un ami dans son entreprise, c'est qu'il y est bien. Donc je pense que c'est un bon retour d'une belle façon de sonder finalement aussi le bien-être des collaborateurs. Donc ça se fait assez régulièrement, effectivement. Oui. La cooptation est la meilleure des marques employeurs. Tout à fait. Jean-Marc, vous souhaitez prendre la parole sur ce qui vient juste d'être dit? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Lorraine et Samuel, je partage à 100%. Un collaborateur qui est heureux dans son entreprise peut devenir un véritable ambassadeur, un facilitateur, et au résultat, c'est gagnant-gagnant. L'entreprise peut recruter et le salarié en question, celui qui a coopté, va se sentir aussi valorisé. Donc, c'est une notion de confiance. Voilà, le terme de confiance va arriver. Donc, oui, bien sûr, la cooptation, elle avait un peu disparu. Alors, peut-être pas forcément dans les filières où il y avait des problèmes d'attractivité dans le sens pénurie, marché pénurique. C'est vrai que dans les années 2000, beaucoup de secteurs d'activité étaient confrontés à des difficultés de recrutement. Donc, la cooptation existait beaucoup. Elle a un peu disparu dans les années 2010-2015 parce que le marché s'était un peu détendu sur certains secteurs d'activité. Et là, effectivement, sur une étude APEC qui est sortie il y a environ un an, on s'est aperçu que la cooptation revenait quasiment au pied du podium en matière de solutions de recrutement. Donc oui, bien sûr, la cooptation, c'est un super moyen pour attirer de nouveaux talents et puis finalement récompenser aussi le salarié qui a coopté. Tout à fait. Pour les participants, n'hésitez surtout pas à poser des questions s'il y a des points que vous souhaitez que l'on aborde et qui n'ont pas encore été abordés. Moi, Jean-Marc, je voulais que vous puissiez nous dire un petit peu par rapport à la situation actuelle suite à la crise sanitaire, qu'est-ce qui peut un peu se profiler dans les prochains mois, prochaines années à venir? Alors, ça va être difficile de répondre, simplement le constat, bien évidemment, cette crise sanitaire a eu un impact direct sur la diffusion des offres d'emploi, tout secteur d'activité confondu. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, la première étude montre qu'à un certain moment, il y a eu une baisse de nombre d'offres d'emploi d'environ 60%, tout secteur, données à peu près similaires en Bourgogne-Franche-Comté au niveau national. Là, aujourd'hui, il est trop tôt pour vous dire ce qui va se passer dans les entreprises demain. On sent très bien qu'il y a des secteurs d'activité qui sont quand même particulièrement touchés. L'automobile, l'aéronautique, l'hôtellerie et la restauration. Ce que l'on ressent par contre à l'instant T, plus proche de la filière de l'informatique, c'est que les recrutements continuent et qu'effectivement, les tensions semblent rester là. Je ne sais pas si Samuel ou Lorraine, si vous recherchez actuellement un expert en Java ou en C++, si vous diffusez une offre, vous avez 50 candidatures. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait 50 candidatures. Vous êtes plutôt proche entre 0 et 5, quelle que soit votre marque employeur déployée. Ce qui est important, alors Delphine, par rapport à la question, vers quoi on tend demain, on a sorti, alors je m'appuie beaucoup sur les études de l'APEC, mais c'est aussi de la projective, une étude de l'APEC sur les métiers de demain, et on voit très bien que la filière du numérique va avoir toute son importance, parce qu'on en voit apparaître des termes au-delà de l'intelligence artificielle, mais la fabrication additive, on va voir apparaître la notion de cobotique, bien sûr sécuriser davantage les systèmes, les réseaux, la cybersécurité, etc. Donc automatiquement, il va y avoir une demande. Et comme j'avais évoqué un petit peu en préambule, et toutes les entreprises vont devoir se transformer. Si elles se transforment, elles auront besoin effectivement d'experts, donc d'experts dans le monde de l'informatique et dans la filière du numérique, bien évidemment. L'un de vous deux, Lorraine ou Samuel, vous souhaitez rebondir
actuellement, justement, enfin, est-ce que vous rencontrez toujours des difficultés pour trouver des candidats? Est-ce que vous avez des offres non pourvues aujourd'hui? Oui, le marché reste tendu. Les grosses entreprises n'ont pas encore libéré les talents. Oui, nous ne sommes pas encore dans 50 candidatures pour un développeur Java, je confirme. Alors, il y a une question, c'est donc on s'est trop focalisé sur le diplôme à une époque. Oui. Oui. Oui, alors ça dépendait des cultures d'entreprise, hein, mais il y a des entreprises où le culte du diplôme était... enfin, c'était très très difficile d'agir dessus et vous avez encore certains... alors, fort heureusement, c'est pas pour vanter mon entreprise, mais c'est fort heureusement, c'est pas le cas chez Atoll, mais vous avez des managers qui... En fait, c'est pas tant le diplôme, c'est qu'ils pensent que l'expertise technique ne peut s'acquérir que si on a fait tel et tel et tel et tel parcours. Et donc, c'est plutôt cette idée que l'expertise technique, on ne peut pas l'acquérir plus tard. Ou voilà. Et c'est ce levier-là qui est un petit peu plus difficile parfois à faire sauter. Mais oui, ça a tout de même beaucoup progressé. Alors après, il y a aussi nos carrières qui ont progressé. On va tous avoir peut-être plusieurs métiers. Enfin, c'est tout l'environnement qui évolue aussi. Avant, on faisait un diplôme, mais ce diplôme nous emmenait dans un métier, parfois même dans une entreprise, tout au long de notre vie. Aujourd'hui, on a aussi des collaborateurs qui ont des projets de reconversion vers d'autres métiers. Et on les accompagne aussi. On a en France plein de dispositifs qui permettent ça. Donc voilà, tout l'environnement change. Donc ça aide aussi. Mais oui, ça a existé, ça existe encore un petit peu. Samuel? Oui, ça existe toujours. On retrouvera toujours des entreprises ou des secteurs d'activité où le diplôme est encore un incontournable. Moi, je pense que ça a également beaucoup évolué. De fait, on questionne beaucoup plus nos process qu'auparavant, je pense. On a une certaine agilité qui nous permet on se doit d'être agile et donc questionner nos processus. Et ça, si on a que des gens qui sont du même sérail, c'est beaucoup plus difficile de questionner, de remettre en question les processus. D'où le fait d'aller chercher des gens qui sont différents, qui ont une autre expérience. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'évoluer sur ce sujet. D'accord. Alors, on a une question, donc je vous garde Samuel, c'est combien d'entretiens ou d'échanges avez-vous l'habitude de faire en moyenne avec vos candidats? Et le processus de recrutement, du coup, est-il plus long parce qu'il s'agit de profils atypiques? Alors, combien d'entretiens je fais? Pas assez à mon goût, surtout sur ces dernières années. Non, le processus, la durée d'un échange, il est très variable en fonction du candidat. Aussi, ça dépend du feeling que nous avons avec le candidat et parfois on va partir sur des discussions qui n'ont rien à voir avec la technique, qui ont vraiment à voir avec la personne en elle-même. Et inversement, hein, j'ai des candidats qui sont venus me questionner de façon assez précise sur telle ou telle situation qui pourrait se passer au sein de l'entreprise, comment je la gérerais, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Là, encore une fois, c'est quel sens on donne. Et le fait d'être transparent avec le candidat, ça ne sert à rien de séduire un candidat et qui s'aperçoit au bout de 2-3 mois que la mariée n'est pas aussi belle que ce qui a été vendu. Je préfère, avec un candidat, lui dire où est-ce qu'on en est dans notre projet, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on projette de faire. D'accord. Lorraine, chez Atoll?
Alors, il n'y a pas de process établi, hein, on est assez adaptable selon l'équipe, selon le besoin. Ce qui est sûr sur un marché tendu, c'est qu'il faut être assez rapide dans le process de recrutement. Donc, on ne va pas rallonger les étapes, hein, parce qu'entre-temps, la personne elle aura déjà eu 3 propositions. Mais on a à peu près, on va dire, 2-3 entretiens. Enfin, un entretien RH de qualification, préqualification, et après, un entretien avec une personne de l'équipe, et puis un leader technique, et puis enfin un entretien avec le chef de projet par exemple, ou le leader technique, et puis éventuellement un entretien avec l'équipe. Voilà, mais c'est aussi nous, RH, on va organiser le process, mais c'est aussi les managers qui vont aussi s'approprier et le projet de recrutement pour leur équipe, et qui vont proposer un entretien supplémentaire ou pas. Ça dépend aussi de l'équipe, et on les laisse complètement libres aussi de proposer. D'accord. Voilà. Jean-Marc, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, vous me dites. Oui, ce qui montre par rapport à ce qui vient d'être évoqué, c'est que ce soit au niveau manager, que ce soit au niveau entreprise, quand on est sur un marché qui est véritablement tendu, au-delà d'un process qu'il existe ou pas, c'est développer carrément ces compétences comportementales pour les managers, parce qu'il faut une capacité d'adaptation, il faut une agilité. Je reçois effectivement par un canal un candidat qui est expert en C++, et ben, je ne peux pas laisser passer 48 heures, parce que si je laisse passer 48 heures, il y aura peut-être déjà 2 ou 3 autres propositions. Hein, donc, c'est une véritable adaptabilité dans cette filière informatique, dans cette filière numérique, alors que dans d'autres secteurs, de dire bah, je vais accumuler 2 semaines de CV et puis après je commencerai à prendre des décisions. Donc, ce qui montre que un processus ou un processus universel, c'est en fonction de l'état du marché de l'emploi, du marché pénurique et des talents que l'on veut obtenir, qu'il va falloir s'adapter vraiment à une vitesse grand V. Et votre filière, la filière du numérique, a anticipé à plus d'expérience que par rapport à d'autres secteurs d'activité qui, juste avant crise, n'avaient pas été confrontés à des difficultés de recrutement. Et vous, on sentait que bah, finalement, ça fait, comme l'a évoqué Samuel, hein, déjà un petit bout de temps, hein, une dizaine d'années qu'existe ce marché quand même tendu et pénurique, que dans d'autres secteurs, c'était plus récent. Et on s'apercevait qu'il y avait moins d'agilité. Et si on veut garder des process très normalisés, bah, on perd des talents. Alors maintenant, une petite question personnelle pour chaque intervenant. Quels sont les math skills de chacun? Et en fait, qu'est-ce que vous metteriez en avant si vous deviez postuler ailleurs? Libre à vous de répondre. Jean-Marc, vous avez la parole. Wow, merci Delphine. On peut remercier Julie qui est en ligne actuellement. Alors merci Julie. Ce que je mettrais en avant, c'est sur la compétence folle, c'est toujours l'envie qui serait plutôt, alors c'est pas que je ne veux pas répondre à la question math skill, mais plutôt question comportementale, toujours l'envie d'aller plus loin, d'approfondir des sujets au-delà finalement de ce qu'on pourrait me demander, hein, d'aller chercher par exemple sur le point de vue technologique. J'ai vu une étude sortir de l'APEC sur la cobotique, je pourrais m'arrêter là, la cobotique ok, bah, je vais aller vraiment rechercher quelles sont les applications de la cobotique dans le monde médical, tout ce qu'on peut faire. Donc c'est cette particularité d'avoir l'envie d'apprendre et l'envie peut-être d'aller plus loin sur un sujet. Mais c'est plutôt compétences comportementales. J'ai un peu dévié la question, donc je suis un math skill, Delphine. Samuel, à vous, l'idée c'est que voilà, je pense que Julie a posé cette question pour un peu plus cerner ce que l'on entend par math skills. Donc, Alors la question, elle n'est pas simple à répondre. Alors je ne sais pas si c'est une math skills ou pas. Pour moi, c'est alors l'humour. Je suis quelqu'un qui a besoin, même dans les réunions les plus sérieuses, de détendre l'atmosphère avec de l'humour. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, qui permet de faire face à tout un tas de situations et surtout de faire adhérer les gens qui sont autour de moi, les faire adhérer ou pas sur le projet que j'ai. D'accord. Lorraine? Alors, math skill,
Je sais pas. Alors, est-ce que c'est une compétence qui est particulièrement, si on le prend dans la définition de quelque chose qui est particulièrement prégnant, on va dire ça comme ça, parce que sinon, bon, après, je ne sais pas si j'ai quelque chose d'une particularité, quelque chose de prégnant que je pourrais mettre en avant en entretien si je devais changer, ce serait ma capacité d'adaptation. De m'adapter à différents univers. J'ai travaillé alors dans différents secteurs d'activité et de toujours m'adapter à différents univers, différentes contraintes. Effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, c'est une compétence en tout cas qui est solide, sur laquelle je suis à l'aise de parler. Et puis, effectivement, le sens de l'écoute. Je suis un petit peu plus à l'aise pour faire parler les gens que l'exercice que vous me faites faire aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous dire. Je vous suffit d'avoir joué le jeu. Dans une zone de confort, mais bon. Donc voilà, mais c'est vrai que le math skills, je comprends la question de Julie, parce que finalement, est-ce que math skills, il faut que ce soit vraiment quelque chose de très très rare ou très voilà. Et finalement, bon dans ces cas-là, enfin moi en tout cas, j'ai peut-être pas forcément de math skills, voilà. Donc peut-être Jean-Marc, effectivement, peut-être repréciser. L'exemple. Est-ce qu'on est complet? Est-ce qu'il faut que ce soit très très rare? Enfin. On n'a plus Jean-Marc. Oui, il y a eu un petit bug. Petit souci de réseau. Vous avez réussi, Lorraine, à figer Jean-Marc. Oui, désolée. C'est ça, ma math skills. Ça y est, Jean-Marc. Oui. Parce que vous avez perdu, donc on vous écoute. D'accord. Oui, il y a une petite coupure. Donc, par rapport à ce qu'évoquaient Samuel et Lorraine, et c'est intéressant dans la notion de math skill, math skill, c'est aussi un profil atypique qui ne va pas hésiter de sortir des sentiers battus pour trouver une solution inédite. Donc, Samuel, dans son exemple, de dire finalement, la réunion peut être super sérieuse, et moi, je vais essayer quand même d'y mettre un brin d'humour, d'y mettre de l'ambiance, etc. Je crois qu'il ne faut pas qu'on cherche tous et toutes absolument des math skills en nous. C'est simplement une autre façon d'aborder une problématique. C'est de l'atypisme, c'est un esprit qui peut être décalé. On n'a pas forcément des math skills et on peut traverser une carrière professionnelle sans math skills. D'accord. Alors, on va repartir sur des questions pour les recruteurs que nous avons aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de recruter des profils issus de l'école 42 et que pensez-vous de ce type de formation? Alors, est-ce que l'un des deux souhaite prendre la parole? Lorraine, vous avez déjà eu ce type de profil? Je réfléchis. De cette école-là spécifiquement, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on pense de ce type de formation? Eh bien, du bien. Du bien, encore une fois, quand il y a la motivation du candidat avec, ça c'est vraiment un point essentiel. Si on ne croyait pas en ces formations, on ne recruterait pas des profils qui ont eu des formations plus accélérées en reconversion ou autre d'ailleurs. Donc oui, nous, on recrute ce type de profil aussi. Alors, cette école-là, particulièrement, je ne suis pas sûre qu'on ait déjà recruté. Mais après, j'ai que 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, donc je ne connais pas toujours tous les parcours. Alors, pour situer un petit peu, pour les personnes qui sont connectées et qui ne connaîtraient pas, l'idée surtout de ces formations, c'est vraiment de permettre une agilité et une formation en mode projet au niveau des candidats. Samuel? Alors non, on n'a pas recruté jusqu'à présent de candidats, de talents de cette formation. Ce qu'on en pense, eh bien écoutez, par rapport à ce qu'on a dit auparavant, il serait difficile pour moi de vous dire qu'on ne pense pas du bien de ce type de formation. Le mode projet, c'est quelque chose que nous connaissons en tant que SN. Maintenant, il faut que ça fasse il faut que ça avec nos clients, avec les projets que sont les nôtres, avec les technologies qui sont les nôtres. Là, on parle de soft skills. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté complètement la partie technique. On reste une entreprise de techniciens, d'experts dans certains domaines. Donc,
On recrute sur certaines écoles. On est ouvert par contre à toute école qui nous permettrait de recruter des talents. D'accord. Alors, je vous garde avec moi, Samuel. Quel est le processus de montée en compétences techniques des profils atypiques et combien de temps pour être opérationnel? Alors, on a un parcours d'intégration qui est spécifique pour les profils atypiques. On a conçu un outil en interne qui nous permet d'avoir un process qui nous permet de donner de la vision aux talents que nous avons recrutés, et donc avec un programme sur l'année, sur les 12 premiers mois, et avec des compétences à acquérir. Donc le candidat, lorsqu'il est sur un projet, alors bien sûr on n'a pas les projets qui vont bien, qui nous permettraient de monter en compétences le candidat suivant une chronologie établie. Donc ce qu'on a développé, c'est vraiment un programme de connaissances à acquérir dans les 12 mois, et lorsque le candidat acquiert une connaissance, eh bien, il envoie ça à son tuteur d'intégration qui lui valide ou pas. Donc, c'est un petit peu comme des UV que l'on valide et qui permet au candidat et à son tuteur, à tout moment, en fonction des étapes, de voir où est-ce qu'on en est. Et ça permet aussi déjà de rassurer le candidat et puis nous de voir où est-ce qu'on peut, quel effort on doit mettre et à quel niveau pour pouvoir permettre d'aider le collègue. D'accord. Et ça, donc, c'est en plus alors, on a un autre tuteur d'intégration, on a toujours une personne, et là, c'est pas du technique, on a un tuteur d'intégration qui nous permet de poser des questions aussi bêtes que où est-ce que je peux manger aux alentours, comment je peux faire ma saisie de temps. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui relèvent de l'intégration pure et dure dans l'entreprise, indépendamment du technique. Donc, on a une personne qui est dédiée sur les 6 premiers mois à ça. D'accord. De votre côté, Lorraine, chez Atoll? Donc, effectivement, j'avais évoqué tout à l'heure le parcours d'intégration qui permet d'acquérir nos outils, d'acquérir une première approche de nos outils et de notre usine logicielle. Après, il y a aussi la montée en compétences sur les applications sur lesquelles la personne va travailler. Donc, dire combien de temps ça peut prendre, ça dépend de la complexité de l'application. On a des applications métiers qui sont très, très complexes, à la fois sur le fonctionnel et sur le technique. Donc, ça dépend. En tout cas, la personne est accompagnée en permanence par l'équipe. Et on a des personnes actuellement qui sont arrivées il y a 6-8 mois, qui sont encore en acquisition de compétences sur les applications avec l'équipe, mais ça se passe bien et le parcours est encourageant. Et donc voilà, et puis ça dépend aussi de la personne, ça dépend de la techno. C'est un petit peu difficile de donner une idée précise. Lorraine, vous qui recrutez beaucoup en alternance, on a une question, c'est quelle est la place pour les jeunes étudiants qui cherchent à intégrer le marché de l'emploi du numérique via l'alternance et qui ne disposent pas de soft skills marqués ou de compétences techniques avérées? Alors, j'aurais envie de dire, je suis sûre que cette personne a des compétences techniques avérées et des soft skills marqués, parce qu'on en a tous. Alors après, la personne, elle a les compétences techniques qu'elle a acquises à travers sa formation et qui lui permettent de se présenter en alternance. La place, on l'a fait. Là, cette année, on a 13 alternants actuellement chez nous. Et ça se passe très très bien. On est en réflexion pour la suite parce qu'ils vont terminer leur alternance. Donc oui, il y a de la place et voilà. Et je suis sûre que cette personne a plein de compétences à mettre en avant. C'est pas facile comme exercice à faire, mais ça aide à se préparer pour les entretiens. Voilà, donc là c'était une demande d'une personne qui accompagne des étudiants en alternance au niveau du CNAM. Et donc, effectivement, voilà, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'ils aident leurs étudiants à réfléchir en fait à leurs soft skills et qu'ils en trouveront toujours. Oui, je pense. Mais... Samuel, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question?
Non, non, autant Jean-Marc, comme Jean-Marc l'a dit, les math skills, on n'en a pas forcément tous et il ne faut pas qu'on s'en cherche forcément. Autant les soft skills, on a forcément en nous des compétences. Le tout, c'est de les trouver, de les valoriser surtout. D'accord. Chez Alteka, Samuel, quels sont les langages de développement qui sont les plus recherchés actuellement? Alors, le Java, où on attend les 50 CV. Les javalistes, on a des compétences sur du .NET, hein, notamment C#, mais également des cobolistes, puisqu'on travaille pour le domaine bancaire et COBOL est un langage qui est très ancien, mais qui est encore très utilisé par nos clients. D'où la thématique de reconversion depuis plus de 10 ans chez Alteka. D'accord. De votre côté, Lorraine? Alors, sur la partie technique, on sera effectivement sur du Java, du PHP, du Python et JavaScript également. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. On va conclure cette table ronde. Merci pour toutes ces informations et donc j'espère qu'au niveau des participants, parce qu'il y avait de nombreux étudiants, de nombreuses personnes qui sont justement en cours de création de parcours, si vous souhaitiez ajouter quelque chose, Lorraine, pour conclure sur ce côté, venez dans notre secteur. Effectivement, venez dans notre secteur. Jeunes femmes, pensez au secteur du numérique, parce que c'est tout de même aussi une problématique. Hein, c'est un secteur qui n'est pas assez féminin, et pourtant, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Et donc oui, bah, c'est un secteur porteur, extrêmement varié, parce qu'on découvre plein de métiers, de fonctionnels métiers différents, et un métier d'expertise, un métier de passionné. Donc oui, c'est des bons choix de carrière. Et puis ce sont des métiers effectivement innovants et surtout qui évoluent. Comme les technologies évoluent en permanence, forcément, c'est des métiers où on est obligé d'évoluer. Exactement. Samuel? Effectivement, sur la partie côté féminin, on a eu, il y a un an, il y avait donc une table ronde organisée par Fairtech sur le sujet, où j'avais le plaisir d'intervenir. Il n'y a aucune raison que ce soit un métier exclusivement réservé aux hommes. Venez effectivement sur nos secteurs. Le secteur de l'IT, c'est des secteurs qui recrutent, c'est des secteurs où il y a encore de très beaux projets à créer, ça ne va pas s'arrêter là. Et puis, oui, métier de passionné, métier d'expertise, mais pas que, il n'y a pas que la technique, il y a également la chefferie de projet, il y a également des métiers autour tout ce qui est fonctionnel, comprendre voilà, les besoins métiers support. Les métiers support. Et puis maintenant, des nouvelles façons de travailler avec l'agilité qui ouvrent d'autres perspectives basées sur la confiance, aux équipes. Tout à fait. Jean-Marc? Alors effectivement, je venais dans ce secteur d'activité. En 2019, il y a eu environ 280 000 recrutements de cadres, hein, sur une année, tout secteur confondu, toute fonction. Et le secteur, on va dire, informatique, enfin les postes liés à l'informatique. Donc il y a de véritables opportunités à prendre. Et puis dans un secteur qui est quand même très très dynamique et qui semble avoir intégré vraiment cette notion de dimension aussi, cette articulation vie personnelle et professionnelle. Donc c'est un secteur où il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, s'il y a des candidats en face au niveau de cette conférence, donc n'hésitez pas à postuler et vous arriverez naturellement à parler de vos compétences comportementales, j'en suis sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Donc j'espère que du coup les soft skills, les math skills n'ont plus de secret pour vous au niveau des participants, que nous avons pu répondre à vos différentes questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute question qui vous viendrait d'ici là et on vous mettra en contact avec nos différents intervenants que je remercie énormément pour la qualité de ces échanges. Nous vous donnons donc rendez-vous
rendez-vous pour les 2 prochaines dates de Fairtech. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet bfcnumérique.fr. Donc, il y a une table ronde le 16 juin sur la RSE, comment l'intégrer et qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise. Et une conférence le 19 juin sur la diversité avec la présence donc, de femmes. Nous aurons une conférence avec de nombreuses femmes. Donc, il y aura 4 femmes issues de grands groupes comme Microsoft, Google, mais également une dirigeante d'une entreprise de la région et puis une représentante du mouvement French Tech qui seront là justement pour nous parler diversité et nous parler aussi de la place des femmes dans la filière du numérique. Merci beaucoup à tous. Cette conférence sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous retrouverez le lien sur notre site internet d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.